Porte-parole des démocrates. Bonsoir Fred Hoffman. Finalement, Bonsoir. on a l'impression que toutes les planètes, en tout cas, sont alignées. Mais moi, je me pose cette question. De quoi avez-vous peur maintenant, désormais, dans cette campagne? Peur? C'est ça la question? Qu'est-ce qui pourrait finalement faire que vous ne remportiez pas cette campagne, peur. puisque vraisemblablement les sondages sont de votre côté. Sur quoi il va falloir être vigilant? Oui, non, mais j'avais bien compris. C'est le mot, j'ai peur de rien, franchement, parce que pour le moment, tout se passe bien. Je pense, franchement, ça va continuer dans ce sens-là. Il y aura toujours les critiques, il y aura toujours les gens qui ne veulent pas voter pour Kamala Harris. Mais si elle continue dans la même ligne, je n'ai pas peur du tout. On attend plus d'explications sur ces programmes, ça je sais bien. Surtout pour les gens peut-être qui ne voulaient pas voter pour Biden, qui n'étaient pas sûrs de voter même. Plein de gens qui voulaient pas voter du tout. Et d'expliquer pour attirer ces gens-là, parce que les démocrates comme moi, convaincus déjà, c'est un peu comme les gens chez Trump, ils ne vont pas changer. Les démocrates comme moi, on va voter pour Kamala Harris. Mais il y a des gens qui étaient un peu réticents, qui attendent. Mais peur, non, c'est pas le mot que je vais employer. Bon, Rokhaya Diallo nous a rejoint. Bonsoir Rokhaya, vous êtes écrivaine et éditorialiste au Washington Post, mais également au Guardian. Alors, ce qui est très intéressant dans cette campagne américaine, on n'a pas encore abordé ce sujet, c'est finalement la diversité du côté démocrate, puisque Bernie Sanders, qui représente quand même l'aile très à gauche des démocrates, va prendre la parole ce soir. Et c'est vraiment une particularité américaine d'avoir un qui regroupe autant de lignes politiques, on va dire. Oui, et je pense que c'est important de faire front particulièrement en ce moment parce que il y a effectivement une base jeune qui a envie d'avoir une présidence qui soit plus engagée notamment sur les questions sociales, sur les questions aussi relatives, qui concernent un petit peu la jeunesse. Et en même temps, le ticket qui a été choisi cette année, c'est-à-dire Kamala Harris avec son potentiel vice-président, c'est quand même un ticket qui est très engagé sur les questions sociales. Le gouverneur Tim Walz a mis en place des avancées sociétales en mettant en place des repas gratuits, en garantissant l'accès à la justice reproductive pour les personnes qui étaient notamment des États voisins qui n'avaient plus accès à l'avortement. Donc ce progressisme, ce qui caractérise Bernie Sanders, c'est aussi la marque de fabrique du Parti démocrate tel qu'il se présente cette année parce qu'on a une génération qui n'était pas très emballée par Joe Biden, qui va être sensible à ces sujets. Et d'ailleurs, le sujet de la santé reproductive, donc tous les droits qui sont liés à l'avortement, à la liberté contraceptive, eh bien, ils ont quand même jalonné l'ensemble des interventions qu'on a entendues hier. C'est vraiment quelque chose de très important et d'ailleurs qui met très très mal à l'aise Donald Trump, qui sait que c'est quand même un sujet relativement épineux. Et c'est vrai que par exemple, Joe Biden avait du mal à s'engager explicitement en faveur de l'avortement. C'est un homme qui est plus âgé, qui est catholique, donc qui a jamais prononcé le mot avortement. Kamala Harris a toujours été une femme explicitement engagée, qui appartient à notre génération et pour qui cette question de la liberté de disposer de son corps est intimement importante. Alors, à vos côtés, justement, Rokhaya Diallo, John Law, qui est sans doute d'ailleurs le premier membre républicain que je reçois sur ce plateau et qui reconnaît, en tout cas, peut-être le parcours de Kamala Harris qui sera sans doute plus difficile à abattre que Joe Biden. C'est ce que vous m'avez dit, en tout cas. J'ai dit qu'elle est assez différente que Joe Biden. Donc, c'est une nouvelle... Bien sûr, c'est une nouvelle campagne qui commence. Mais ma question pour vous, Rokhaya Diallo, Barack Obama doit parler ce soir. Sa parole est très attendue. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque également de se déconnecter finalement des Américains avec une forme d'élite qui serait présent à cette convention démocrate en oubliant ces Américains qui galèrent, qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé, qui voient également, peut-être qu'ils sont sensibles aussi aux questions d'immigration, qui ne seront pas forcément les questions prioritaires des démocrates? Alors oui et non, parce que Barack Obama aujourd'hui c'est presque une icône de la pop culture, comme Beyoncé qui a servi, dont la musique a servi de bande-annonce au premier clip de campagne de Kamala Harris. Donc il a été ancien président, mais c'est vraiment une figure qui fait partie des figures les plus reconnaissables de la vie politique américaine, tout comme d'ailleurs son épouse Michelle Obama. Et puis pour ce qui est de se connecter à la population américaine,
la députée congresswoman Alexandria Ocasio a pris la parole. De New York, si je dis voilà, pas de bêtises. C'est ça, Bronx et Queens, donc quartier des quartiers très très populaires en fait de New York, qui est anciennement serveuse, a rappelé que l'équipe de Donald Trump se moquait tout le temps d'elle en disant qu'elle ferait mieux de redevenir serveuse, et elle a dit je n'aurai aucun problème à redevenir serveuse parce que c'est pas un métier qui nous fasse honte. Et puis souvent les démocrates rappellent que Kamala Harris, elle est issue de la classe moyenne et que pour financer ses études, elle avait dû travailler au McDo. Et c'est vrai qu'on est dans un fast-food très connu. Oui, pas de problème. Voilà. Et on imagine difficilement Donald Trump travailler dans un fast-food. On sait très bien que c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans un certain confort matériel. Donc voilà, en termes d'identification, sachant que Donald Trump dernièrement a donné ses conférences de presse dans sa villa, je ne suis pas convaincue du fait que les républicains connectent davantage avec la population sur ce plan-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Dunlow? Pas exactement. Pour les républicains, les problèmes principaux de cette élection sont l'immigration, la criminalité dans les rues, dans les villes des États-Unis, l'économie, les problèmes avec l'inflation qui étaient provoqués pour tous les politiques de Biden-Harris. Et aussi, il faut penser de tous les problèmes à l'étranger. On a perdu beaucoup de crédibilité. Sur quelle question, par exemple, à l'étranger? Vous souhaiteriez arrêter, par exemple, une aide massive à l'Ukraine? Non. En effet, je suis plus favorable à l'aide à l'Ukraine. Par exemple, je dirais, que Biden a évoqué, il a arrêté, il n'était pas sûr de ce qu'il voulait faire avec l'Ukraine. Il a arrêté de faire le maximum pendant presque un an. Il a dit, peut-être on peut faire ça, peut-être on peut faire ça. Et il n'a pas eu des convictions fermes pour aider l'Ukraine. Il a fait quelque chose, mais il aurait dû faire beaucoup plus. Mais l'autre chose, je voudrais revenir à ce que ma collègue a dit concernant les questions culturelles. Kamala Harris, par exemple, elle n'est pas contre le fait que les hommes peuvent participer dans les déports les déports féminins. Elle dit, si quelqu'un dit qu'elle est femme, il peut participer avec les femmes. Elle est toujours dans cette conviction. Et quelque chose que seulement j'ai entendu dire récemment, seulement 14% des Américains sont favorables à cette position. Donc, il y a des choses culturelles où Kamala Harris est très à gauche de ce que pense les Américains. Le peuple américain. C'est votre avis. On va partir, on va retrouver justement Igor Sayeri qui nous attend. Igor, on était tout à l'heure en direct ensemble. Vous êtes aussi au sein de cette convention des démocrates à Chicago. D'abord, quels sont les enjeux, Igor, finalement, du discours de Barack Obama, si ce n'est d'être là et de galvaniser, pardonnez-moi, la foule présente? L'enjeu, en fait, de ce discours de Barack Obama, c'est de donner un petit peu plus d'énergie à Kamala Harris, ainsi qu'aux délégués et aux supporters dans ce parti démocrate. Il y a un enjeu pour Kamala Harris qui est très important, c'est au-delà de l'enthousiasme derrière elle, c'est finalement de faire adhérer en un projet personnel, d'avoir un récit personnel, une vision de l'Amérique au-delà du rejet de Donald Trump et du retrait de Joe Biden. Et c'est sans doute cela qu'il va dire Barack Obama, figure populaire avec sa femme Michelle, c'est l'un des couples sans doute les plus célèbres au monde, et ils vont jouer là-dessus pour dire que ben voilà, peut-être que Kamala Harris va prendre le relais, elle va être la suite de ce qu'a voulu faire Barack Obama et qu'il n'a pas eu le temps de faire, parce qu'il faut faire aussi attention à cela. Ils nous l'ont dit, les militants, il y a eu beaucoup de déçus de Barack Obama à l'issue de ces deux mandats, notamment sur le terrain de l'égalité des droits civiques. Eh bien, il faut faire attention à ne pas avoir trop d'espoir en une seule personne. Il faut concrétiser dans les votes dans un premier temps, puisqu'il faut qu'elle gagne, Kamala Harris, pour le Parti démocrate le 5 novembre prochain. Mais attention à ne pas faire trop de déçus derrière. Donc Barack Obama va avoir un discours de rassembleur, évidemment. Michelle, juste avant lui,
en tant qu'ami du couple Kamala-Harris, va donner cette impulsion aux militants pour transformer cette nouvelle énergie, cette déception qu'il y avait un petit peu avec Joe Biden en quelque chose de constructif pour l'avenir du pays et rassembler au-delà du Parti démocrate. S'il y a des modérés qu'il va falloir aller chercher, notamment dans le camp du Parti républicain, des modérés aussi dans le camp du Parti démocrate, il va falloir rassembler pour franchir ce plafond de verre, comme l'a dit Hillary Clinton hier soir, élire une femme noire et d'origine asiatique à la tête des États-Unis. Merci Igor. Jérôme Viala-Godefroy, on le retrouve, ce mot vraiment rassembler, tenter d'aller vers cette unité. Ça va être quand même très compliqué sur les questions internationales. On est vraiment sur une ligne de crête dans le camp démocrate, à la fois sur la question israélienne, sur la question palestinienne. On l'a vu hier, on commentait hier avec Rokhaya Diallo, ces manifestations pro-palestiniennes pour mettre la pression sur les démocrates. Oui, alors en même temps, les élections se jouent rarement sur ces questions internationales, même si là, comme ça va se jouer, ça va être très serré, il peut y avoir effectivement un impact, notamment dans un État comme le Michigan, par exemple. Je voudrais juste revenir sur un élément qui a été dit, c'est par rapport au programme et en fait, ce qu'on voit quand même dans les dernières élections depuis 2016, c'est que peu de choses en fait se jouent vraiment sur les détails du programme. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que les programmes se réduisent de chaque parti. Là, le programme des Républicains, par exemple, est quand même très tourné sur des choses qu'a dit Trump. Et des deux côtés, il y a un petit peu cette idée de trouver un petit peu des choses simples pour résoudre des problèmes qui sont très complexes. Alors, pour Donald Trump, pour donner un exemple, on enlève les immigrés illégaux, du coup, on aura des logements. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est évidemment pas comme ça que ça va marcher. Et là, pour le contrôle des prix, voilà, c'est aussi ça fait débat. Mais c'est pas vraiment là-dessus que ça va se jouer, à mon avis. Ça va vraiment être sur des dynamiques, sur des questions d'identité, d'incarnation, exactement. Et là, ça va être. Et d'ailleurs, ce qui posait problème à Joe Biden, c'est qu'il n'incarnait pas. Il n'incarnait pas ni la force ni l'avenir, en fait. Donc, c'était très compliqué. Elle incarne plus ça, en tout cas, l'avenir. Et cette diversité, effectivement. Mais alors justement, Rokhaya Diallo, c'est vrai que l'incarnation, c'est en tout cas le maître mot, semble-t-il, pour cette élection américaine. On se souvient de discours fondateurs de Barack Obama en 2008. Je n'ai pas le souvenir aujourd'hui d'avoir cette référence pour Kamala Harris. Peut-être qu'elle n'est pas non plus encore assez connue par les Américains. Elle n'a pas donné de conférence de presse aux journalistes. On ne l'a pas tant entendu que ça. Est-ce que ce n'est pas un problème ? Ça va lui poser problème à un moment. Pour l'instant, c'est vrai que c'est davantage une surface de projection que véritablement une personne dont on connaît fondamentalement les projets. On sait pour ce qu'elle défend, notamment par rapport aux droits des femmes. Et c'est vrai que Barack Obama s'était fait connaître en prenant la parole dès 2004, en fait, à la convention démocrate de l'époque. Et c'est là qu'il s'était illustré. C'était un jeune sénateur. Et c'est là qu'en fait, il avait émergé sur la scène nationale à la vue de tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, dans son histoire politique, Kamala Harris ne dispose pas de moments fondateurs équivalents. Toutefois, ce qu'elle est aujourd'hui plaît, séduit une certaine partie de la population. Et énormément quand il a été décidé qu'elle serait la représentante du Parti démocrate, beaucoup de contenus organiques ont été créés en fait spontanément par des personnes, notamment sur TikTok, à partir de ce qui était considéré comme ses faiblesses, notamment le fait qu'elle rit beaucoup. C'est devenu en fait sa marque de fabrique. Et certaines de ces phrases qui étaient tournées en dérision par le camp républicain sont devenues en fait des éléments identitaires extrêmement forts. Mais pour l'instant, ce sont des éléments identitaires qui ont été fabriqués par l'extérieur et pas nécessairement par elle-même. On parle beaucoup de son entourage, mais... Toutefois, c'est... Enfin, son colistier, la première fois qu'il a pris la parole avec elle, il a dit je suis très heureux de voir la joie ressurgir sur la scène politique. Et Kamala Harris, elle a un discours qui est quand même assez porté sur le futur. Au départ, la première phrase qu'elle avait choisie, c'était on ne reviendra pas en arrière, ce qui je trouve était problématique parce que c'était encore une réponse à Donald Trump. Mais aujourd'hui, c'est vraiment aller de l'avant, aller vers le futur. Et ça, c'est une incarnation entre la personne en fait qui est, enfin, le camp républicain et Donald Trump, qui se morfond d'une Amérique disparue et qui veut absolument aller en arrière dans un passé qui en fait était absolument pas enviable pour les femmes, pour les LGBTQIA, pour les personnes non blanches, etc. Elle propose une vision du futur relativement joyeuse et ça peut être la piste qui lui permettra vraiment d'asseoir quelque chose, mais il faut effectivement qu'elle ait un discours qui soit à la hauteur de tout ce qu'on projette sur elle. Ça va être la difficulté. Absolument. Et même question à vous, Fred Hoffman, sur cette incarnation de Kamala Harris. C'est là-dessus aussi que les Américains attendent forcément la candidate.
Mais je croyais que vous m'avez oublié parce qu'il y avait autant de sujets là qui étaient discutés. Je suis là. Il y a beaucoup de monde sur ce plateau, vous savez, il faut que je puisse... Mais venez, mais vous êtes le bienvenu, il y a une place ici. Non, mais je vais juste... Il faut que je dise 2-3 choses parce que John a parlé d'une politique de Kamala Harris étrange. Je suis désolé, mais c'est pas étrange. Ce qui est étrange, c'est Donald Trump et c'est J.D. Vance et on parle de weird, bizarre déjà. Il y avait une autre chose, vous avez parlé des punchlines de Donald Trump et tout ça. Non, c'est plutôt, c'est pas des punchlines, c'est plutôt un rappel que Donald Trump, c'est un criminel qui était reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. C'est un prédateur sexuel. C'est pas des punchlines. C'est pour ça, comme la Harris, j'attends le débat déjà pour ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, John a parlé de les préoccupations culturelles. Par exemple, que les femmes peuvent faire les sports hommes, je sais pas quoi. C'était impossible de comprendre exactement ce que vous voulez dire. Mais je pense que c'est pas les préoccupations des Américains en ce moment. C'est plutôt autre chose comme l'économie, tout ça. Ils ont toujours la même chose. Et une autre chose, quand vous parlez de Kamala Harris, pourquoi les gens ne parlent pas de Donald Trump aussi en face, qui n'a pas un programme? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit toujours votez pour moi et le monde va être le mieux de jamais. Mais il dit jamais comment il va faire, quelles mesures il va mettre en place. Alors tout de suite, il critique Kamala Harris parce qu'elle a dit oui, on veut aider les gens, on va mettre un cap sur les prix de l'alimentation et tout ça. Mais qu'est-ce que lui propose? Il ne propose rien pour le moment. Tout ce qu'il fait, c'est de critiquer, insulter. Il est indigné. Il a un surnom pour tout le monde. Et alors, bon, Fred Hoffman, on voit bien en tout cas votre colère et votre indignation. Juste, on va retourner sur le terrain parce que priorité forcément à nos reporters qui sont mobilisés. Benoît Ballet, vous êtes à Milwaukee, dans la salle où va se tenir dans un instant ce meeting de